Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Prep Dad Podcast. Ici, on parle training, nutrition, santé, bodybuilding, productivité, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Je rappelle encore une fois que ce podcast, c'est le fruit de mes recherches, de mes connaissances personnelles. Je ne vous impose en aucun cas une vérité qui serait unique et je vous invite à réfléchir autour des thèmes abordés. Et encore une fois, si on traite de santé ou autre, référez-vous à un professionnel de santé compétent si vous en avez besoin. Aujourd'hui, sujet qui m'a été beaucoup demandé, on va parler du sommeil. On est dans ce 4e épisode de l'année. Pour l'instant, je tiens le rythme d'un épisode par semaine. Et le but durant ce podcast, c'est de vous parler de sommeil. Pourquoi ? Car tout d'abord, j'aimerais juste commencer par des statistiques relativement intéressantes avant d'aborder les thèmes exacts du podcast autour du sommeil. Ce qu'il faut savoir déjà en termes de statistiques, c'est qu'en France, on sait qu'il y a 30 à 50% des adultes qui déclarent la présence d'un trouble du sommeil. Et on sait également que 15 à 20% de la population souffrirait potentiellement d'insomnie. L'insomnie, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un des troubles du sommeil le plus fréquent, mais sa définition précise, en réalité, elle n'est pas très facile. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est important de parler du sommeil pour potentiellement vous aider à mieux dormir. Ce qu'on voit également à l'international, c'est que la prévalence de l'insomnie, elle varie entre 20 et 41-42% de la population générale. Là, on parle de chiffres, non pas en France, mais mondiaux. Et ce qu'on sait, c'est que 9% des personnes qui souffrent d'insomnie présenteraient une forme sévère avec un impact important sur la vie quotidienne. Donc, dans ce podcast, on va avoir plusieurs objectifs. On va tenter, tout simplement, d'aborder les facteurs qui influencent le sommeil et les interventions pour l'améliorer. Donc, comment faire d'une manière simple et pratique pour améliorer son sommeil. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, juste par rapport au sommeil, c'est que c'est un état comportemental réversible où l'individu est détaché de son environnement, mais je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que de dormir. Donc, dans ce podcast, de quoi va-t-on parler ? Tout d'abord, on va tenter d'avoir une définition un petit peu plus précise du sommeil, et j'ai divisé ce podcast en 3 grandes parties. On va parler des fondamentaux du sommeil. On va parler en deuxième point des troubles du sommeil, que vous connaissez peut-être, par exemple l'apnée du sommeil. Et on va parler enfin de comment optimiser son sommeil et sa routine pour mieux dormir. Comme ça, vous ressortez de ce podcast avec des tips pratiques. Et encore une fois, je vous encourage, si vous les trouvez intéressants, à les mettre en pratique. Avant ça, j'aimerais juste faire une petite parenthèse autour d'une chose, c'est que depuis le début de l'année, j'ai recommencé à envoyer une newsletter par semaine à toutes les personnes qui sont inscrites. Dans cette newsletter, on vient tout simplement résumer les contenus, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, d'articles que j'ai pu écrire sur The Prep Family Circle, de posts Instagram peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont pas Instagram, de personnes qui regardent cette vidéo YouTube ou qui m'écoutent sur Spotify. Donc j'ai mis le lien en description de ma newsletter. C'est une newsletter par semaine, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de spam. Et encore une fois, on s'efforce avec Mathieu, la personne qui m'aide à les écrire, on s'efforce tout simplement à vous fournir le contenu le plus qualitatif, le plus complet possible, qui vous apporte une réelle valeur ajoutée. Et n'oubliez pas une chose, il y a beaucoup de personnes chaque semaine qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour s'éduquer et être soit un meilleur pratiquant, soit un meilleur coach. Et nous, on tente de vous apporter ça d'une manière gratuite la plupart du temps, que ce soit du coup avec les newsletters, avec le podcast et les vidéos YouTube dans une certaine mesure, dans la mesure où j'essaye toujours d'avoir un petit côté éducatif dans les vidéos YouTube, que ce soit avec certains posts Instagram, même si c'est vrai que je suis un peu moins régulier, je réponds toujours aux questions-réponses chaque semaine, avec The Prep Family Circle. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à The Prep Family Circle, le lien est dans la description. C'est notre application gratuite où vous allez retrouver du contenu autour de la nutrition, du training, de la santé d'une manière générale, un forum avec des personnes qui sont intéressés comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, où vous pourrez échanger, poser vos questions, et que ce soit moi ou d'autres membres, on y répond toujours. Et évidemment, vous avez également
le lien de la liste d'attente pour mes prochaines formations en bas. Et donc, encore une fois, on tente de vous aider grâce à tout ça pour vous éduquer d'une manière gratuite. Donc, si vous le pouvez, inscrivez-vous à ma newsletter. Je pense que ça peut vous être très bénéfique. Et évidemment, si vous aimez le podcast et que ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Mettez un pouce en l'air et surtout, commentez. En réalité, les commentaires, ça fait toujours plaisir, petit 1. Ça me donne des suggestions de prochains podcasts, petit 2. Et troisièmement, ça booste mon ego. Non, mais plus sérieusement, en réalité, là, le sommeil, c'est une suggestion que j'avais eue en commentaire. Il y a un autre podcast qui arrivera sur la digestion et c'est également quelque chose que j'avais eu en commentaire. Donc, si vous avez même des idées de podcast, dans la mesure où cette année, je dois en faire 52, il m'en reste 48 à faire, 47, inscrivez vos thèmes en commentaire et je tenterai toujours de les faire s'il y a assez de personnes qui ont ces mêmes intérêts. Donc, revenons-en, on pourrait dire à nos moutons, vu qu'on va parler de sommeil. Le podcast, donc, tout d'abord, la définition du sommeil. Ce qu'il faut se dire, c'est que le sommeil, c'est un état physiologique et comportemental, comme je l'ai dit avant, réversible, caractérisé par une diminution de la conscience de l'environnement et de la réactivité aux stimuli externes, ainsi que par des modifications cycliques de l'activité cérébrale, des fonctions physiologiques et du tonus musculaire. Donc ça, c'est une définition relativement simple du sommeil, où on sait qu'on est tout simplement moins actif. Mais l'important pour vous, maintenant que vous savez ça, c'est de comprendre les fondamentaux du sommeil. Et la première chose, c'est, si vous ne le saviez pas, contrairement à ce qu'on pourrait d'ailleurs penser, parce que lorsqu'on s'endort et qu'on se réveille, on a l'impression que rien ne s'est passé, le sommeil, ce n'est pas un état uniforme. Il est constitué de cycles qui se répètent tout au long de la nuit, chaque cycle comprenant différentes phases aux caractéristiques qui sont distinctes et qu'on va tenter d'expliquer. Comprendre ces cycles et ces phases, c'est essentiel pour mieux appréhender l'importance du sommeil pour notre santé physique et mentale. Alors en soi, est-ce que vous allez pouvoir réellement modifier quelque chose par rapport à ça? Non. Mais la prise de conscience, que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement, la prise de conscience, c'est toujours la première étape pour vous permettre d'avoir un changement. Et on pourrait dire là déjà qu'on a deux états principaux. Donc il faut se dire que les deux états principaux, on peut notamment noter le sommeil paradoxal REM. Vous avez peut-être déjà vu, si vous avez un tracker de sommeil, REM Sleep, c'est caractérisé par des mouvements oculaires rapides, une atonie musculaire, c'est-à-dire une paralysie musculaire, et une activité cérébrale intense, proche de l'éveil. C'est durant cette phase que la plupart des rêves surviennent. On peut parler d'un état où le cerveau est actif dans un corps tout simplement paralysé. Et on a également le sommeil non paradoxal, NREM, divisé en 4 stades de profondeur croissante. Il se caractérise par un ralentissement progressif de l'activité cérébrale, du rythme cardiaque, de la respiration, et encore une fois, du tonus musculaire. Et on a 4 stades de sommeil NREM, donc c'est-à-dire non paradoxal. On a le stade 1, transition entre l'éveil et le sommeil léger, facile à interrompre. On a le stade 2, c'est-à-dire un sommeil léger avec une activité cérébrale plus lente, avec des ondes caractéristiques appelées fuseaux du sommeil et complexe. Et complexe K, pardon. On a le stade 3, c'est appelé sommeil lent profond, dont on va parler juste après. Le sommeil lent profond, c'est caractérisé par des ondes cérébrales lentes et amples, c'est ce qu'on appelle les ondes delta. C'est le stade le plus profond du sommeil, durant lequel les fonctions corporelles sont au plus bas. Et enfin, on a le stade 4, N4. Ce stade était auparavant distingué du stade 3, mais il est maintenant souvent regroupé avec le stade 3, le sommeil lent profond, pour former le sommeil, du coup, lent profond, comme je l'ai évoqué. Et du coup, le sommeil lent profond, pour vous expliquer ce que c'est considéré comme la phase la plus réparatrice du sommeil. Et pourquoi il est essentiel, ce sommeil lent profond? Pour la récupération physique, parce qu'on a la production d'hormones de croissance, la réparation des tissus, le renforcement du système immunitaire. On a également la consolidation de la mémoire, avec un transfert, on va dire, des informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Je schématise un petit peu, mais ça vous aide à comprendre. Et on a enfin, un troisième point important, le développement cérébral.
la maturation des circuits neuronaux, particulièrement important lorsque vous êtes enfant ou adolescent. Et donc, ce sommeil lent profond, il est principalement concentré en début de nuit durant les premiers cycles de sommeil. Donc là, on a vu les stades principaux. Donc, le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Et dans ce sommeil non paradoxal, on a le sommeil lent profond. Maintenant que vous connaissez ces deux états, quelles sont les fonctions biologiques du sommeil? Je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais c'est important de le rappeler. On sait que c'est essentiel, le sommeil, dans de nombreux processus biologiques qui servent au bon fonctionnement de l'organisme. On peut les regrouper, je pense, en deux catégories. La restauration et la régénération en soi, et la consolidation de la mémoire et du développement cérébral. C'est-à-dire, pour la restauration et la régénération, on a la restauration de l'énergie cérébrale et l'homéostasie, l'équilibre synaptique. Le sommeil, il permet au cerveau de se reposer et de restaurer ses réserves énergétiques. Il contribue également à réguler l'activité synaptique en ajustant la force des connexions entre les neurones. Ce processus, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie synaptique, c'est essentiel pour l'apprentissage et la mémoire. Et du coup, pour ce deuxième élément de restauration, on a également les processus qui vous intéressent lorsque vous faites du sport, anaboliques et la récupération physique. Pendant le sommeil, le métabolisme ralentit et la production d'hormones anabolisantes comme l'hormone de croissance augmente. Et ça favorise encore une fois la réparation des tissus, la croissance et la régénération cellulaire. Le sommeil, c'est donc crucial pour la récupération physique et le maintien de l'intégrité de l'organisme. Donc ça, c'est la première catégorie de, on va dire, fonction biologique du sommeil. La deuxième catégorie, c'est la consolidation, notamment de la mémoire et de l'apprentissage. Le sommeil joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, c'est-à-dire, comme je l'ai dit avant, le transfert des informations de la mémoire, on va dire à court terme, vers la mémoire à long terme. Et, comme on l'a vu, on a différentes phases du sommeil qui contribuent à consolider ces différents types de mémoire. Et également, on a le développement et la maturation cérébrale. C'est-à-dire que le sommeil, c'est important pour le développement du cerveau chez l'enfant, chez l'adolescent. Il contribue à la maturation justement des circuits neuronaux, à la plasticité synaptique et à l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, là, vous savez à quoi le sommeil sert, vous savez les états principaux du sommeil, et il y a autre chose qui est devenue relativement à la mode ces dernières années, j'irais dire réellement ces 5 dernières années, je pense qu'avant c'était un peu moins populaire, et c'était la tentative, on va dire, de mesure du sommeil, et tenter de mesurer son sommeil. Comment faire? Tout simplement parce que si on veut comprendre et améliorer notre sommeil, le mesurer objectivement, ça peut toujours aider. Et il existe encore une fois différentes méthodes pour évaluer le sommeil, chacune ayant ses avantages et ses limites. Je vais vous donner quelques méthodes utilisées. On a la polysomnographie, c'est l'examen de référence, c'est l'examen le plus complet pour l'étude du sommeil. Ça consiste à enregistrer simultanément différents paramètres physiologiques pendant la nuit, notamment l'activité cérébrale, parce que ça nous permet d'identifier les différents stades du sommeil et de détecter certaines anomalies. On va également mesurer les mouvements oculaires. C'est utile pour identifier le sommeil paradoxal, car on sait qu'il y a des mouvements oculaires rapides. On a également l'activité musculaire qu'on va mesurer avec un EMG. Ça permet de mesurer le tonus musculaire et de détecter des mouvements anormaux pendant le sommeil. On aura également l'activité cardiaque, avec potentiellement un électrocardiogramme. Ça enregistre le rythme cardiaque et ça permet d'identifier des troubles du rythme cardiaque ou des pauses respiratoires. On mesure également la respiration, c'est-à-dire le flux aérien nasal et les mouvements thoraciques. Ça permet de détecter des troubles respiratoires du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Et enfin, l'oxygénation du sang. Ça mesure le taux d'oxygène dans le sang pour identifier, même chose, potentiellement l'apnée du sommeil. La polysomnographie, c'est également réalisé en laboratoire du sommeil. Mais il y a potentiellement des dispositifs également pour le réaliser à domicile. Et je crois d'ailleurs pour certains examens, c'est devenu le cas. Et quelles informations va-t-on avoir lorsque l'on fait justement un examen de polysomnographie
on va du coup avoir en résultat le temps de sommeil total, la latence d'endormissement, c'est-à-dire le temps qu'on met pour s'endormir, le nombre et la durée des réveils nocturnes, l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le pourcentage de sommeil par rapport au pourcentage de temps qu'on va passer au lit, le pourcentage du temps passé dans chaque stade de sommeil et potentiellement l'identification des troubles respiratoires du sommeil, de mouvements anormaux pendant le sommeil, etc., etc. Donc, déjà, on a ça par rapport à la polysomnographie. En deuxième type d'examen, on aurait l'actigraphie, c'est une mesure du mouvement et c'est une méthode non invasive qui utilise un accéléromètre porté au poignet pour estimer les périodes de sommeil et d'éveil. C'est utile pour évaluer les rythmes circadiens, mesurer la durée et la qualité de sommeil sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et dépister certains troubles du sommeil. Ce qu'on voit avec l'actigraphie, c'est que ça nous fournit le temps de sommeil total, la latence d'endormissement, le nombre et la durée des réveils nocturnes, l'efficacité du sommeil, et potentiellement entre l'activité et le repos, ce qu'on va avoir. Est-ce que l'actigraphie, c'est extrêmement précis? On va y revenir après, car on va parler un petit peu des objets connectés, mais je vais aborder rapidement ce sujet-là. Et enfin, on a également, pour évaluer la qualité de sommeil, les mesures subjectives. Et les mesures subjectives, elles reposent sur quelque chose de subjectif, c'est-à-dire l'auto-évaluation du sommeil par l'individu. Elles peuvent être réalisées par quoi? Par des questionnaires, c'est-à-dire des questionnaires standardisés qui permettent de recueillir des informations sur la qualité du sommeil, la présence de symptômes du trouble du sommeil, l'impact du sommeil sur la vie quotidienne, etc., etc. Des questionnaires standardisés et des questionnaires validés, c'est potentiellement des questionnaires qui ont déjà été utilisés sur certaines études et qui ont été validés. Et en gros, suivant les réponses que vous allez donner, ça va vous donner un certain score, et à partir de ce score-là, vous pourrez en tirer potentiellement des conclusions. Et également, une autre mesure subjective qui pourrait vous aider à mieux savoir, on va dire, ce que vous vivez lors de votre sommeil, ou la manière dont vous le ressentez plus, ça serait tout simplement avoir un journal et noter vos heures de coucher, de lever, la durée de votre sommeil, la qualité perçue de votre sommeil et les éventuels réveils nocturnes. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des mesures subjectives? Alors, les avantages des mesures subjectives, c'est très facile à utiliser, c'est peu, voire pas coûteux, ça permet d'obtenir des informations sur l'expérience subjective du sommeil, et surtout, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'une manière quotidienne. Les limites, c'est encore une fois, c'est soumis à votre subjectivité, premièrement, à votre mémoire, et ça peut évidemment être... Enfin, c'est moins objectif que des mesures objectives. Mais encore une fois, c'est si vous prenez l'habitude de le faire, par exemple, tous les matins, vous vous levez, 5 minutes plus tard, vous évaluez ça, ou même dès que vous vous levez, vous évaluez ça, ça peut devenir précis. Et je pense du coup que c'est intéressant, lorsqu'on n'a pas accès à un examen de polysomnographie, de combiner, et c'est ce que je fais en coaching et ce qu'on fait avec mon équipe en coaching, de la subjectivité avec la qualité perçue du sommeil, l'heure de coucher, l'heure de lever, et combiner ça avec potentiellement une watch ou une Oura Ring ou peu importe. Et justement, par rapport à ça et par rapport au watch, car on va sûrement me poser la question, on sait qu'il y a beaucoup d'outils comme les Fitbit, les applications mobiles, les Oura Ring qui mesurent la qualité de votre sommeil. Et ce qu'il faut se dire, c'est que déjà la plupart de ces outils n'ont pas été validés cliniquement et n'ont pas été validés dans la recherche scientifique. D'une manière générale, ce qu'on voit, c'est que ça ne performe pas aussi bien qu'un examen de polysomnographie. Parfois, certains trackers même estiment extrêmement mal les temps de sommeil. Il y a des erreurs de plus de 50% sur certains jours. C'est-à-dire, et même ça pourrait être, pour vous donner un exemple, dire que vous dormez 12 heures quand vous n'en dormez que 8. Ce qu'on sait également, c'est que la qualité, elle est mesurée d'une manière relativement mauvaise. Et ce qu'on sait des trackers de sommeil, c'est que ça tend à surestimer la qualité du sommeil et la quantité de sommeil. Et en fait, par rapport à ça, ce que je veux juste dire, c'est je pense que c'est bien d'avoir un tracker et de regarder la tendance sur le moyen long terme, mais de ne pas utiliser ce tracker comme unique référentiel pour comment vous allez
vous sentir durant cette journée. Et c'est, d'ailleurs, je vais juste faire une parenthèse sur la Oura Ring. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui hésitent à acheter une Oura Ring ou qui en ont une. J'avais, pendant 1 an et demi, pendant 2 ans quasiment, pendant 2 ans, presque une Oura Ring que j'ai décidé de ne plus mettre pour beaucoup de raisons, mais notamment une des raisons, alors au-delà du fait qu'il faut faire un abonnement payant, que la batterie s'épuise vite, ces choses-là, c'est que on sait, et vous pourrez regarder, il y a quelqu'un, je crois, qui avait fait une vidéo en comparant justement un examen de polysomnographie avec la Oura Ring. C'est sur YouTube, c'est une vidéo en anglais, je ne sais plus le titre, si je la retrouve, je la mettrai. Et on voit que la Oura Ring, c'est pas beaucoup plus précis qu'un autre tracker comme une Fitbit. Seulement, ça coûte beaucoup plus cher. Et la chose est que beaucoup de personnes se fient au score de la Oura Ring, par exemple, Readiness Score, le score que vous avez à votre réveil pour savoir si vous allez être prêt pour la journée. Et est-ce que c'est une bonne méthode pour définir ce que vous devez ou vous ne devez pas faire, notamment en termes de dépenses ou peu importe? Je ne pense pas spécialement. Donc, encore une fois, si vous avez un tracker, c'est bien, mais combinez ce tracker avec justement des mesures subjectives, comme on l'a évoqué, en évaluant vous-même votre score de sommeil. Peut-être que ces trackers, ça pourrait, on va dire, si vous avez un tableau avec plusieurs critères, heure de coucher, heure de lever, qualité de sommeil, ça, vous les notez vous-même sans votre tracker. Et ensuite, si vous avez différentes phases, si vous évaluez REM, latency, etc., ça, vous pouvez utiliser votre tracker. Mais c'est un moyen sûrement plus intelligent que de se fier uniquement à sa montre pour définir la manière dont vous dormez. Et ce qu'on pourrait se demander ensuite, c'est quelle est la durée idéale du sommeil et l'importance du rythme circadien. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la durée idéale du sommeil, c'est un besoin individuel. La plupart des adultes, on sait qu'on a besoin sûrement de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour fonctionner d'une manière optimale. Ce chiffre, encore une fois, c'est une moyenne car les besoins varient d'une personne à l'autre par rapport à la génétique, l'âge, le niveau d'activité physique, l'état de santé général et même potentiellement le sexe. Il est donc important d'être à l'écoute de son corps et de ses propres besoins. Ce qu'il faut également se dire, c'est que demain, si vous êtes un athlète, vous avez sûrement besoin de plus de sommeil. Ça joue un rôle crucial dans votre récupération musculaire, la réparation des tissus, la consolidation de la mémoire et donc l'optimisation finalement de vos performances. Ce qu'on voit, c'est que le manque de sommeil, ça peut affecter la vitesse, la force, l'endurance, le temps de réaction, la prise de décision chez les athlètes. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire moins bonnes décisions si vous êtes plus fatigué. Et donc, les athlètes, sûrement si un individu normal, c'est entre 7 et 9, un athlète, c'est peut-être entre 8 et 10, voire potentiellement parfois plus en période de compétition ou lorsque vous avez des entraînements encore plus intensifs. Et notre sommeil, encore une fois, ce qu'on doit se dire, c'est qu'il est orchestré par le rythme circadien. C'est notre horloge interne. Ce cycle d'environ 24 heures, il agit comme un chef d'orchestre qui synchronise nos fonctions biologiques, notamment le sommeil, l'éveil, la température corporelle, la production d'hormones comme le cortisol et la mélatonine et la digestion. Et le rythme circadien, il est affecté par des valeurs, par des facteurs externes comme la lumière et l'obscurité, qui aident justement à le maintenir synchronisé. Et la lumière, si encore une fois, l'orchestration du sommeil, c'est par le rythme circadien, la lumière, c'est le chef d'orchestre. Pourquoi ? Parce que c'est le principal synchronisateur de notre rythme circadien. L'exposition à la lumière du jour, en particulier le matin, ça aide à régler notre horloge interne et à promouvoir un sommeil de qualité. Le matin, s'exposer au soleil, c'est bon pour la santé. Ça stimule, encore une fois, la production de cortisol, l'hormone de l'éveil, et ça inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et à l'inverse, l'exposition à la lumière bleue des écrans le soir, ça peut perturber le rythme circadien et retarder l'endormissement. Il est donc conseillé de limiter l'utilisation des écrans avant le coucher et de privilégier une lumière tamisée. Donc, c'est pour ça que souvent on dit arrêtez d'utiliser des écrans le soir ou utiliser des lunettes pour la lumière bleue. Maintenant, aujourd'hui, également, alors je pense sur Android également c'est possible, mais sur Mac, vous avez ce qu'ils appellent j'ai plus le nom, ça s'appelle le Night Shift. Ça vous permet justement de diminuer cette quantité-là. Votre écran devient un petit peu jaune. Utilisez ça. Et donc, il y a également une importance,
Alors on a parlé de la quantité, mais il y a une importance dans la régularité du sommeil. Se coucher et se lever à des heures régulières, même, et je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, même le week-end, c'est essentiel pour synchroniser notre rythme circadien et favoriser un sommeil de qualité. Ça permet de renforcer les signaux de sommeil et d'éveil de notre corps et d'améliorer la qualité et la durée de notre sommeil. Alors oui, il y a peut-être certaines personnes qui travaillent la semaine, qui se lèvent tôt et qui aiment dormir plus le week-end. Mais si vous voulez la chose la plus optimale possible, c'est sûrement de se coucher et se lever aux mêmes heures, tous les jours. Donc, si on devait juste conclure cette première partie, le sommeil, c'est essentiel pour la santé. La durée de sommeil, ça varie d'une personne à l'autre. Souvent, on conseille entre 7 et 9 heures, et peut-être un petit peu plus. Si vous êtes un athlète, le rythme circadien, ça joue un rôle essentiel dans la régulation du sommeil, et l'exposition à la lumière et la régularité des horaires de sommeil sont des éléments clés pour un sommeil de qualité. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les bases autour du sommeil, la durée, le mesurer, les phases, on pourrait et on peut désormais parler des troubles du sommeil. Et avant, je vais évidemment boire un petit peu de café pour être en forme. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur la caféine, j'allais dire on pourrait faire un podcast dessus, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus et je pense que ça suffit. Par rapport aux troubles du sommeil, on sait encore une fois que, comme je l'ai évoqué, les troubles du sommeil, ça touche un grand nombre de personnes et on peut désormais parler de plusieurs choses. Déjà, les troubles du sommeil, ils peuvent naître d'une multitude de facteurs qui sont encore une fois souvent interconnectés. On peut les classer en 3 catégories principales, des facteurs psychologiques, environnementaux et liés à notre mode de vie. Les facteurs psychologiques, c'est potentiellement le stress, l'anxiété, comment on pourrait dire, les ruminations, souvent exacerbées par la pression, que ce soit de la compétition, du travail, ce sont des perturbateurs majeurs du sommeil. L'esprit, encore une fois, assailli par des pensées au travail, si vous êtes athlète, par de la performance, la peur de l'échec, d'autres préoccupations, ça, encore une fois, vous empêche d'avoir le calme nécessaire à l'endormissement et au maintien d'un sommeil réparateur. On a également les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, et on pourrait notamment évoquer le bruit, la lumière, la température, l'environnement qui serait potentiellement inhabituel si vous êtes en déplacement, ou une mauvaise hygiène de sommeil, c'est-à-dire un manque de routine, une exposition à la lumière bleue avant le coucher. Ça peut entraver l'endormissement et fragmenter votre sommeil. Et le dernier facteur qui pourrait réellement impacter le sommeil, c'est le mode de vie. C'est-à-dire la consommation de caféine ou d'alcool avant le coucher. L'utilisation, comme je l'ai évoqué avant, de technologies, donc d'écran. Les repas potentiellement qui seront trop copieux, où vous mettez beaucoup de temps à digérer. Le manque d'activité physique, ça peut entraver l'endormissement et la qualité de votre sommeil. Et on a, du coup, par rapport à ça, différents troubles du sommeil qui existent. Je vais parler ici de deux grands troubles. Déjà, on a, comme on l'a vu juste avant, et ça concerne les personnes qui sont sportives, athlètes ou non, hein, on a tout d'abord l'insomnie. Et l'insomnie, ça se caractérise par une difficulté persistante à initier ou maintenir le sommeil, ou par un sommeil qui serait non réparateur malgré un temps suffisant passé au lit. Ce trouble, il peut se manifester par des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents, un réveil précoce le matin ou une sensation de fatigue persistante au réveil. Et on a des causes pour l'insomnie qui sont en réalité multiples. Comme on l'a vu juste avant, le stress et l'anxiété, la mauvaise hygiène de sommeil, également potentiellement les douleurs et l'inconfort physique, c'est-à-dire que si vous avez des douleurs musculaires, si vous avez des blessures, des inconforts physiques même liés à votre entraînement, ça pourrait potentiellement empêcher un petit peu ça. Également, ce qu'on voit, c'est que l'insomnie, ça a évidemment des impacts négatifs parce qu'on a une fatigue diurne excessive, une baisse de la vigilance et de la concentration, de l'irritabilité,
des sautes d'humeur, des difficultés à gérer le stress, des baisses de la performance sportive, une augmentation du risque de blessure, une altération de la récupération musculaire et de la réparation des tissus. Donc ça, c'est un petit peu les impacts des insomnies. Et on a une deuxième chose que vous connaissez sûrement, c'est l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, en soi, c'est un petit peu comme la pression artérielle, c'est un petit peu un ennemi silencieux. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui font de l'apnée du sommeil. Et c'est un trouble respiratoire du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires répétées pendant le sommeil qui entraînent une diminution du taux d'oxygène dans le sang et des micro-réveils. Ces pauses respiratoires, elles peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes et se produire plusieurs dizaines, voire centaines de fois par nuit. L'apnée du sommeil, elle est souvent associée à des ronflements forts et irréguliers, des suffocations nocturnes et une somnolence diurne excessive. On a plusieurs types d'apnée du sommeil. On a l'apnée centrale du sommeil, l'apnée mixte du sommeil et l'AOS qui est l'apnée obstructive du sommeil. L'AOS, c'est la plus fréquente et c'est dû à l'obstruction des voies aériennes supérieures au niveau du pharynx pendant le sommeil. L'obésité, l'anatomie du pharynx, la consommation d'alcool et de sédatifs sont des facteurs de risque de l'AOS. L'apnée centrale du sommeil, c'est plus rare et ça serait dû à un défaut de commande respiratoire par le cerveau. Et ça pourrait être dû à certaines maladies neurologiques et cardiaques. Et enfin, on a l'apnée mixte du sommeil, c'est-à-dire une combinaison de cet AOS et de l'apnée du sommeil centrale du sommeil. Chez les athlètes, ce qu'on voit, c'est que ça peut toucher des personnes, même en bonne condition physique, et justement, on a certains facteurs qui pourraient jouer un rôle. Alors, en bodybuilding, ça serait les mêmes considérations que pour quelqu'un en soi d'obèse, par rapport tout simplement à ça et par rapport au volume pour les personnes, on va dire, qui sont classées comme en surpoids, vous avez compris l'idée. Mais chez d'autres athlètes, même qui n'ont pas spécialement... qui ont une bonne condition physique, ça pourrait être dû à une hypertrophie des amygdales et des végétations, c'est-à-dire que c'est fréquent, encore une fois, chez des athlètes qui pratiquent des sports d'endurance, une congestion nasale, une prise de certains médicaments et de micro-traumatismes répétés au niveau du visage ou du cou, notamment à cause de certains sports de contact. Et par rapport à la prise des médicaments, c'est parce qu'on sait que certains médicaments peuvent avoir des effets relaxants sur les muscles des voies aériennes supérieures et favoriser l'apnée du sommeil. Et quelles sont les conséquences de l'apnée du sommeil ? Si vous ne traitez pas votre apnée du sommeil, on pourra avoir une somnolence diurne excessive, une fatigue chronique, une baisse de la vigilance, des maux de tête matinaux, des troubles de la concentration et de la mémoire, une irritabilité, des changements d'humeur, une dépression, une augmentation du risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'accidents vasculaires cérébraux, donc d'AVC, une baisse de la performance sportive et une augmentation du risque de blessure. Donc, ça fait beaucoup. Donc, encore une fois, c'est si vous pensez que vous faites de l'apnée du sommeil, allez faire un test. Ce sera un test de polysomnographie. Expliquez-le à votre médecin, c'est important. Je crois qu'il y avait eu certaines hypothèses qui suggéraient un lien possible entre l'apnée du sommeil et une carence en vitamine D, du moins que ça pourrait être un des facteurs, dans la mesure où la vitamine D, ça pourrait jouer un rôle dans le tonus musculaire des voies aériennes supérieures et dans la réponse inflammatoire associée à l'apnée du sommeil. Alors, est-ce que alors, c'est relativement récent. Donc, évidemment, ce n'est pas l'unique cause, mais si vous ne vous supplémentez pas en vitamine D, dans la mesure où on sait que c'est une supplémentation où il y a relativement peu de risques, si vous ne la surdosez pas, ça peut être également relativement intéressant. Donc ça, c'était le petit point concernant l'apnée du sommeil. Et la perte de sommeil, encore une fois, ça a des impacts qui sont importants et on a plusieurs conséquences. Des conséquences cognitives et comportementales, parce que ça peut altérer votre jugement, votre concentration, votre temps de réaction, votre mémoire. Ça augmente votre irritabilité, votre impulsivité, votre agressivité. Ça diminue votre motivation et votre prise d'initiative. Il y a également des conséquences qui sont physiques et métaboliques, car vous avez un risque accru d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, une augmentation des fringales également, c'est ce qu'on voit par rapport aux hormones de la faim. Lorsque vous avez un manque de sommeil, une altération
de la réponse immunitaire et une augmentation de votre risque d'infection. On a une diminution également de la production d'hormones de croissance. On a également des conséquences sur la performance sportive, avec un impact négatif sur la récupération musculaire et la réparation des tissus, avec une diminution de la force, de l'endurance, de la vitesse, de la coordination, avec une augmentation du risque de blessure et avec une baisse de la performance cognitive et de la prise de décision. Et également, enfin, on a des conséquences sur le bien-être mental, car vous allez avoir une altération de votre humeur, une augmentation de votre risque, de dépression, d'anxiété et une diminution globale de la qualité de vie. Donc, ce qu'on voit, c'est que les troubles du sommeil, c'est sûrement plus fréquent que ce qu'on pense. Ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé et la performance. Et donc, il est crucial de prendre en charge ces troubles et de promouvoir une bonne hygiène de sommeil dont on va parler. Et c'est justement, dans la prochaine partie, on va tenter de voir des stratégies pour améliorer le sommeil. Et si vous avez, encore une fois, des doutes sur votre sommeil, consultez votre médecin, faites un test. Et je pense que ça pourra être bénéfique, surtout si vous doutez réellement que vous tentez d'optimiser votre sommeil et que malgré ça, vous voyez que vous avez les symptômes que j'ai évoqués juste avant. Pour optimiser son sommeil, il y a plusieurs interventions sûrement à faire. Et déjà, la première chose à faire, c'est l'hygiène de sommeil globale. Et ça englobe l'ensemble des habitudes et des comportements qui favorisent un sommeil de qualité. Et par quoi est-ce que ça va passer, encore une fois, pour bien dormir? Par quoi est-ce que vous pourriez passer? Tout d'abord, tentez d'avoir un rythme régulier, coucher, lever. Le deuxième élément, ça serait d'être exposé à de la lumière du jour le matin. Le troisième élément, ça serait de limiter cette exposition à la lumière avant de dormir et l'exposition aux écrans. La quatrième chose, ça serait potentiellement d'améliorer sa nutrition un petit peu avant de dormir. Et ça, on va le voir. Et c'est ce qu'on voit encore une fois, c'est potentiellement avoir un repas suffisant qui vous permette de ne pas avoir faim avant de dormir, mais de ne pas vous gaver avec énormément de calories, ce qui pourrait entraver votre digestion et donc potentiellement votre sommeil. Ce qu'on voit également, c'est limiter la consommation de fluides, on va dire les heures avant de dormir. Je connais des personnes qui boivent 1 litre d'eau avant de dormir. Ça va favoriser vos réveils nocturnes. Également, essayez d'avoir une chambre avec une température relativement acceptable, aux alentours de 19 degrés Celsius. Pourquoi pas vous supplémenter en mélatonine? Et j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous conseille d'aller la voir, elle est sur YouTube. La méditation, ça peut également aider pour les personnes intéressées. Et je pense déjà que ça sera pas mal. Et limiter également la consommation de caféine. Et ça, on en a parlé dans la vidéo sur la caféine. Et donc, je répète, on a notamment la routine. Et donc, notamment, juste pour revenir là-dessus, par rapport à se coucher et à se lever toujours aux mêmes heures. Choisissez des heures de coucher et de lever réalistes. Pas quelque chose qui semble non plus absurde. Et essayez de créer un rituel relaxant avant de dormir. Ça pourrait être prendre un bain chaud, ça pourrait être lire un livre, ça pourrait être écouter de la musique, pratiquer des exercices de respiration. Ça peut potentiellement vous aider. Également, ce qui pourrait potentiellement aider, c'est d'éviter les siestes tardives et prolongées. Si vous allez vous coucher à 22 heures, je ne sais pas si faire une sieste à 16-17 heures, c'est la bonne chose. Évidemment, essayez d'avoir un environnement de sommeil propice. Et par là, j'entends éviter dans votre lit de travailler. Votre lit est fait pour dormir. Ça doit être votre sanctuaire dédié au repos. Votre chambre, elle doit être fraîche, elle doit être sombre, elle doit être calme. Et limiter du coup les sources de lumière, de bruit. Faire attention à la température, ça c'est important. Également, comme je l'ai mentionné avant, limiter la caféine, mais également limiter l'alcool. L'alcool, il peut favoriser l'endormissement. Vous avez peut-être déjà remarqué si vous avez bu de l'alcool, mais il perturbe les cycles de sommeil et il peut entraîner des réveils nocturnes. C'est donc conseillé de modérer sa consommation d'alcool et de caféine, surtout en soirée.
Et du coup, exposez-vous à la lumière du jour. Si vous appliquez ça, vous allez déjà mieux dormir. Ensuite, comme je l'avais mentionné, il y avait l'alimentation, où potentiellement, on ne veut pas spécialement avoir un repas trop lourd, mais quand même avoir suffisamment de glucides pour potentiellement vous aider au niveau du sommeil. En intervention nutritionnelle, la mélatonine, ça pourrait être sûrement le complément le plus utile. Ce qu'on voit également, c'est que potentiellement, ce qui pourrait être utile, ça serait la lavande, la mélisse, le GABA, qui sont utilisés pour favoriser le sommeil. Et on parle souvent du magnésium. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le sommeil. Et en fait, ça serait bien plus la déficience en magnésium qui serait problématique que la supplémentation en magnésium avant de dormir qui sera utile. Donc, assurez-vous juste d'avoir suffisamment de magnésium dans votre alimentation, et c'est ce qui compte sûrement le plus. Je fais une petite pause avec un petit peu d'eau. Également, juste avant, j'ai parlé des siestes. Et les siestes, ça peut être intéressant, encore une fois, notamment pour les athlètes et pour ceux qui ont des réveils matinaux, on va dire précoces, un petit peu tôt. Et si également vous souffrez de privation de sommeil, ça peut être potentiellement utile. La durée idéale d'une sieste, c'est sûrement 20 à 30 minutes pour l'énergie à la concentration et peut-être 60 à 90 minutes pour une sieste un petit peu plus réparatrice qui inclut du sommeil lent, profond. Et on va éviter sûrement de dépasser 90 minutes car des siestes plus longues peuvent entraîner une inertie du sommeil, une sensation potentiellement désagréable au réveil. Le moment optimal pour une sieste, c'est sûrement entre 13 et 16 heures, lorsque votre vigilance, en fait, elle va diminuer naturellement, peut-être après, par exemple, le repas du midi. Les siestes en fin d'après-midi ou en soirée, c'est peut-être pas la meilleure option car ça va perturber votre sommeil nocturne. Et si vous faites une sieste, vous savez que ça va durer relativement peu de temps. Essayez encore une fois d'avoir un environnement propice à la détente et au sommeil, dans un endroit calme et sombre si vous pouvez. Et enfin, une des choses pour améliorer votre sommeil, c'est tout simplement de faire un exercice physique. Car ça peut améliorer la qualité du sommeil en favorisant un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. L'activité physique de jour peut favoriser un meilleur sommeil. Mais il est important d'éviter, encore une fois, un exercice intense près de l'heure du coucher car ça peut perturber votre endormissement. Donc, si on doit résumer, nutrition, entraînement, potentiellement des siestes si ça peut vous aider, et une routine. Avoir une routine de sommeil, c'est très important si vous voulez avoir le sommeil le plus qualitatif possible. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sommeil. Donc ce qu'il faut retenir, si j'avais quelque chose à dire de ce podcast, c'est ayez une routine de sommeil, évitez de vous exposer à la lumière bleue avant de dormir, ayez conscience de ce qui existe en termes de cycle de sommeil et en termes de tracking de sommeil. Et essayez d'avoir une approche, on va dire, alors j'aime pas le mot holistique, avec plusieurs aspects pluridisciplinaires, multifactoriels lorsqu'il s'agit de tracking de votre sommeil, avec des mesures subjectives et objectives, même si les mesures objectives ne sont peut-être pas les plus précises. Assurez-vous d'avoir une alimentation qui soit relativement variée avec les micronutriments qu'il vous faut, de ne pas trop consommer d'eau avant de dormir, et si malgré l'optimisation de votre sommeil, vous estimez que vous dormez toujours mal, alors évidemment, consultez un professionnel de santé compétent. Donc voilà, c'était The Prep Dad. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos questions, si vous en avez en commentaire, à noter ce podcast avec le maximum d'étoiles sur Spotify, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma newsletter, le lien est en description. Et on parle la semaine prochaine.